Saint-Denis, en banlieue parisienne. Sophie Masson nous attend devant ce portail, clé à la main. Ce complexe, elle le connaît bien. Elle y a acheté un appartement il y a 10 ans. Là, on arrive à l'immeuble, à l'entrée principale. Et donc, mon appartement, il est situé là-haut, au 3e et dernier étage, à l'angle. Alors, c'est les 2 fenêtres qu'on voit là, qui sont deux des 2 fenêtres, parce que l'essentiel de l'appartement est sur l'autre face, avec un grand balcon. En septembre dernier, son seul locataire quitte les lieux. Mais surprise, une semaine plus tard, Sophie découvre son appartement occupé. Et c'est donc ici que j'ai découvert que cette boîte aux lettres, qui est celle de mon appartement, la plaque a été changée. Ce n'est plus le nom de mon locataire officiel, dont j'avais plus de nouvelles. Ça a été un choc énorme. C'est-à-dire que moi, quand je suis venue ici au mois de septembre, j'ai vu ces noms sur la boîte aux lettres, je suis montée, mais je pense que j'ai même pas réalisé sur le moment qu'il y avait un problème. C'est en descendant que j'ai re-regardé et je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Enfin, il y a un loup, il y a un truc qui va pas. Mais j'ai mis vraiment plusieurs heures, et voire même plusieurs jours à intégrer qu'il puisse y avoir des squatteurs chez moi. Parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on lit dans les journaux, qui arrive, qu'on voit à la télé. Mais c'était pour moi impensable que mon appartement soit un jour squatté. Sur la place de parking liée à l'appartement, une Mini Cooper. Prix d'achat, 30 000 €, accompagné d'un avertissement un peu particulier. Non, je pense qu'on n'est pas du tout dans un cas de squatteurs, de gens qui sont en détresse et qui sont à la rue, qui seraient à la rue dans l'absolu. Quelqu'un qui a une Mini Cooper avec un modèle haut de gamme, je pense qu'il a les moyens de se payer un loyer. Une voiture haut de gamme et un mot menaçant, 2 éléments qui permettent d'en dire long sur le profil du squatteur. Malgré la peur d'une possible confrontation, Sophie nous amène devant la porte de l'appartement. Et donc l'appartement, il est là-bas, au bout. L'action même d'insérer la clé dans la serrure pourrait coûter à la propriétaire 30 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement pour violation du domicile. Ouais, donc un propriétaire qui rentre dans son bien a en cours une peine 2 à 3 fois supérieure à la peine encourue par un squatteur. C'est le monde à l'envers. Et ça vous fait quoi d'être ici? Ça vous met en colère? Ça vous fait peur? Ça me met pas très à l'aise, parce que je ne sais pas qui est derrière cette porte, je ne sais pas ce qui s'y passe, que le commissariat m'a déconseillé d'y venir. Sophie Masson ne sonne pas à la porte par peur des représailles. Elle ressort encore une fois de l'immeuble sans avoir pu rentrer chez elle, ne sachant toujours pas qui se cache à l'intérieur. En 2021 en France, 200 logements ont été squattés. Un phénomène en constante augmentation, en partie lié à la crise du logement. Pour les propriétaires dont l'appartement est squatté, c'est souvent le début d'un long cauchemar. Donc ici, c'est chez moi, mais c'est plus chez moi. Je me retrouve, moi, en difficulté financière grave. Je n'ai pas pu payer mon loyer depuis 1 an. Et pendant ce temps, beaucoup doivent continuer à payer les remboursements d'un appartement qu'ils ne peuvent ni louer ni habiter. Ça fait qu'on ne dort pas, qu'à un moment on a envie de baisser les bras, qu'il y a des moments où on est dans des colères terribles et qu'on se sent hyper impuissant. Conséquence, à cause des squatteurs, de nombreux propriétaires se retrouvent au bord du gouffre. Une situation d'autant plus dramatique que la justice met en moyenne entre 2 et 3 ans pour expulser les fraudeurs. Janine, une femme de 59 ans, tente de s'immoler par le feu. Un geste de désespoir pour interpeller la mère Anne Hidalgo. Face à cette situation, vous verrez que certains en profitent pour faire un business juteux. Ils proposent aux propriétaires à bout de souffle de racheter leur appartement à prix cassé, et ce sont eux qui se chargeront de déloger les squatteurs. Alors, quels sont les moyens pour se protéger? Comment faire pour s'en débarrasser? Enquête sur ce fléau des temps modernes. Une fois la nuit tombée, nous retournons dans l'appartement de Sophie pour tenter de rencontrer les squatteurs. Au 3e étage de l'immeuble, une fenêtre est allumée. Pas de doute, les occupants sont présents. Munis de notre caméra cachée, nous nous engouffrons dans l'ascenseur. Nous parcourons le 1er étage, puis le 2nd, pour tenter de discuter avec quelques voisins, pour en savoir plus sur les squatteurs. On voulait savoir si vous savez que juste au-dessus il y a des squatteurs et si vous avez vu des choses ou quelque chose en particulier. L'homme n'était pas au courant de la présence des squatteurs dans l'immeuble.
En revanche, il a remarqué l'affiche dans le garage qui l'a interpellé. Il y a 2 jours de ça, j'ai même pris des photos, ma plaque d'immatriculation, arrachée. Comment, pourquoi, je sais pas. J'ai pris des photos au cas où j'ai peur. Donc c'est important de le savoir, comme ça on fera attention. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Direction le 3e étage. Le voisin direct de l'appartement squatté nous fait part d'une information inquiétante. Vous avez entendu quoi? J'ai entendu des cris. Ah. Hum. Et vous savez ce qu'il disait? Non, Non, pas je du tout. pense que c'est la femme qui criait. D'accord. Parce que l'homme qui l'a tapé. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. Quant à la voisine de palier, si elle prétend ne pas connaître les squatteurs, elle ne souhaite pourtant pas en parler. Non, je ne connais pas. Non? Non. Vous les avez jamais vus? Non, Ça vous fait peur? non, c'est pas question de peur, mais Vous préférez pas être mêlé à ça? voilà, vous avez tout compris. D'accord. Merci. De rien, au revoir. L'enquête de voisinage n'ayant pas été très concluante, nous tentons alors d'aller rencontrer le squatteur. Toujours en vain, la porte reste close. Pourtant, les occupants sont bien là. C'est en plein cœur de Paris, dans le 9e arrondissement, que nous retrouvons Sophie. Bonjour. Elle habite cette location depuis 20 ans, et il y a une dizaine d'années, elle a décidé d'investir dans l'immobilier et de devenir propriétaire. Donc comme je vous disais, il y avait des petites maisons qui avaient été construites avec la Seine au bout. Et puis, Elle a acheté voilà. un logement de 70 mètres carrés avec comme seul objectif faire des bénéfices en le louant. Mais le rêve va vite tourner au cauchemar. Mais dans quelle situation je me suis mise? Enfin, comment j'ai fait pour me retrouver là? Et comment je vais faire pour m'en sortir? Et c'est clair qu'il y a un moment, il y a un truc en moi qui avait envie de lâcher, de baisser les bras parce que c'est plus quoi faire, quoi. C'est juste qu'il y a un gros souci financier à un moment et qu'on ne sait pas contre qui se battre et quoi faire. Et donc c'était très tentant pour moi, je me dis comme je ne suis pas investie effectivement par rapport à ce bien, de faire un peu comme si le problème n'existait pas. Mais en fait le problème, moi je l'ai tous les mois sur mon compte en banque. Avec 3 000 € de revenus par mois, Sophie perd directement 1 450 € de prêts bancaires et 1 200 € de loyer. Si l'on ajoute à cela les charges, la taxe foncière et les frais quotidiens, Sophie est à découvert à la fin de chaque mois. La situation devient critique. Elle se tourne vers la justice et décide alors de consulter un avocat. Et là, ben, voilà, il m'a expliqué que j'avais affaire à des squatteurs et que je devais essayer de faire une procédure loi Dallot et donc d'aller porter plainte au commissariat pour violation de domicile, faire constater par un OPJ et apporter la preuve que je suis bien propriétaire de l'appartement. Malgré son implication, Sophie n'a pas trouvé l'aide recherchée et se retrouve complètement démunie. D'autant plus que sa banque ne souhaite pas reporter le prêt de son appartement squatté. Et que quand il y a des choses comme ça, mais ouais, ça fait qu'on ne dort pas, qu'à un moment on a envie de baisser les bras, qu'il y a des moments où on est dans des colères terribles et qu'on se sent hyper impuissant. Est-ce que vous êtes senti livré à vous-même à ce moment-là ou même maintenant? On est livré à soi-même. Après, voilà, c'est de trouver des interlocuteurs, d'être patient. Parce que c'est très déstabilisant d'avoir tout le temps des indications contraires ou l'impression que les gens qui vous répondent ne maîtrisent pas leur sujet et qu'au final, c'est moi qui en pâtis. Comme chaque semaine depuis que son bien est occupé, Sophie m'assoit en rendez-vous avec son avocat. Maître Rossi Landi n'en est pas sa première affaire de squat. Il en a d'ailleurs fait sa spécialité. Bonjour Madame Masson, vous allez bien? Très bien, et vous-même? Ça va. Hop. Aujourd'hui, l'avocat n'a qu'une seule nouvelle à offrir à la propriétaire lésée. Sa demande a bien été reçue par la préfecture, mais reste toujours sans réponse. Le préfet normalement est censé répondre dans les 48 heures suivant la demande de concours de force publique. Et là on a un exemple concret où il a reçu ma lettre le 10 décembre et depuis je n'ai absolument aucune nouvelle. L'article 38, je l'ai remis ici. En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contraintes, ce qui est évidemment le cas chez vous, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt pour le compte de celle-ci, c'est-à-dire moi en tant qu'avocat, peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux après avoir déposé plainte, ce que vous avez fait la preuve que le logement constitue son domicile, ce que vous avez fait, et fait constater l'occupation illicite par un OPJ.
En tant que spécialiste de ce genre d'affaires, l'avocat n'est toujours pas satisfait de l'application de la loi dans ces cas. J'étais déjà sceptique à l'origine quand ils ont fait la réforme. Je le disais déjà à l'époque, il y a 1 an, quand on m'interviewait, je disais mais écoutez, c'est impossible qu'ils répondent en 48 heures. C'était juste matériellement impossible, sachant qu'on attend déjà parfois 2 ans sur des dossiers d'expulsion classiques. Donc je ne vois pas comment en 48 heures le préfet, ne serait-ce que, est-ce qu'il a eu connaissance de ma lettre ? De plus, malgré la promulgation de cette réforme, la faille juridique permettant aux squatteurs d'occuper légalement un bien n'est, elle, toujours pas comblée. En fait, il faut bien comprendre que le squatteur, lui, profite d'une jurisprudence assez ancienne de la Cour de cassation qui lui permet d'élire domicile chez vous. À partir du moment où vous avez élu domicile chez vous, il suffit de dire « ici c'est chez moi, je m'installe ici, je mets mon nom sur la boîte aux lettres, je prends un contrat chez EDF et j'ai élu domicile chez vous ». À partir de là, il est protégé par le texte, si vous voulez, du Code pénal sur la violation de domicile. Et c'est ça qui permet aux squatteurs de s'installer chez vous, en fait. On se voit bientôt, je vous raccompagne. Le lendemain de notre rendez-vous, Sophie Masson reçoit enfin une réponse de la préfecture. Le verdict tombe, celle-ci ne procédera pas à une expulsion. Pour cause, un appartement ne constituant pas le domicile principal de la propriétaire. Mais sur quoi se base la préfecture pour prendre de telles décisions, alors qu'une propriétaire se retrouve en péril moral et financier ? Pour le savoir, direction l'Assemblée nationale, où nous avons rencontré le député Kasbarian, à l'origine d'une loi anti-squat censée faciliter les procédures d'expulsion des squatteurs. Pour lui, le problème prend sa source au niveau des préfectures. Si maintenant les préfectures nous disent on n'a pas les moyens de répondre en 48 heures et il nous faut nous aussi plus de moyens, j'allais dire c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que là on a quand même créé une procédure qui permet d'aller plus vite que le circuit judiciaire classique. Et la preuve que ça marche, c'est qu'il y a plein de préfectures où c'est bien 48 heures, c'est respecté et ça fonctionne. Donc ça veut dire que, moi je veux bien que certaines préfectures disent nous on n'a pas les moyens de répondre. Ben, ce qui est bizarre, c'est que la préfecture d'à côté, elle, qui a à peu près les mêmes moyens, elle y arrive. Donc est-ce que c'est vraiment une question de moyens ou est-ce que c'est une question de volonté ? Nous avons exposé le cas de Sophie Masson au député. À la lecture de la réponse préfectorale, il a du mal à cacher son incompréhension. Et la propriétaire ne comprend pas. Oui, bah là je vous avouerai que moi non plus. Et donc moi je vous avouerai que moi non plus. Et donc ça va me permettre de saisir la ministre sur le sujet. Moi je veux bien avoir la réponse. Je vais garder ça. Ça arrive d'avoir ces cas-là. Systématiquement, moi quand je suis saisi en tant que député, puisque j'ai des personnes qui dans ces cas-là me contactent, je saisis la ministre du Logement, je lui fais part de la demande de la plaignante. Elle regarde ce qu'elle peut faire. Elle regarde si l'interprétation du préfet est la bonne ou s'il y a matière à avoir une interprétation différente. Et quand on peut corriger et quand on peut mettre la pression pour que ça soit mis en place, on le fait bien volontiers. Malgré l'implication et l'indignation du membre de l'Assemblée nationale, c'est lorsque nous éteignons les caméras que sa langue se délie. Ça, pardon, c'est pas une question de moi. Parce que la loi est très bien faite. La loi, elle donne 48 heures pour agir. Elle dit que les gendarmes doivent faire ça. La loi, elle dit très clairement les choses. Après, si les mecs, ils veulent pas appliquer la loi, Et pour les propriétaires déçus qui n'en peuvent plus d'attendre l'application de la loi, il existe une alternative plus controversée, les brigades anti-squat. Il s'agit de groupuscules illégaux, plus ou moins organisés, n'hésitant pas à user de la force pour déloger les squatteurs. Je t'explique, soit tu sors, soit tu te... Je te prends un coup d'extincteur. Recule. Sors, putain. Sors, allez, sors. Ici, les images d'une société aujourd'hui dissoute qui proposait des services sur Internet. Et là, un groupe de riverains excédés qui aide une femme seule avec son enfant. Comment ça, il se passe quoi? T'es pas chez toi ici, cousin. Ils ont tous un point commun, l'utilisation illégale de la force pour déloger les squatteurs. Voilà. Là, on a récupéré. Lui, c'est l'enculé, là. T'inquiète, ils vont rien faire. On a récupéré l'appart, il y a la famille, on est là. Mais là où certains usent de violence pour récupérer le bien des propriétaires, d'autres ont réussi à en faire un business reconnu et rentable. Cette entreprise, c'est Squat Solutions. Elle propose la seule alternative légale à l'expulsion classique. Leur concept est simple et astucieux. Ils rachètent aux propriétaires leurs logements squattés, les rénovent, puis les revendent
pour dégager un bénéfice. Et ça marche, leur chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 100 millions d'euros. Comme tous les jours, Théo Berthet, cofondateur de l'entreprise, entame la tournée de ses potentiels projets immobiliers. Il commence par cet appartement, acheté il y a peu de temps en espérant prendre contact avec l'occupant illégal, présent ici depuis 20 ans. Mais pas facile d'entrer en contact avec le squatteur. Il est un peu abîmé l'immeuble. Alors pour savoir s'il faut insister, Théo a quelques petites astuces. On regarde le compteur, voir si ça tourne. Et on prend une photo du compteur. Comme ça, quand on repasse, on voit si ça a bougé ou pas. Peut-être qu'il est parti, on sait pas. S'il vous plaît. Ouais. Tariq, tu le connais ou pas? Qui habite là? Non, tu connais pas. Ok. Cette fois-ci, la visite n'a pas été concluante. Ah, il y a peut-être... Ah bah tu vois, regarde, il est là. Ouais. Peut-être qu'il est parti. Non, il n'y a pas beaucoup de courrier. Mauvaise pioche pour Théo, mais ce n'est que la première visite. Il se dirige alors vers un autre squat, à 2 pas de là, mais la pression monte, car il sait que les squatteurs seront présents. Bonjour chef. Tu dors, je te réveille? On n'est pas arrivé encore. Ah, je suis désolé. Je venais vous voir pour essayer de discuter un petit peu, voir quel genre de solution on peut trouver. On peut se parler un peu? Tu veux bien? Oui. Ici, ces 3 travailleurs sans papier squattent depuis presque 1 an. Mais leur situation est particulière. Entassés dans 70 mètres carrés, ils déboursent chaque mois 650 € à un faux bailleur qui les arnaque. 650 par mois. Et tous les mois, vous lui donnez? Tous les mois, je vais donner 650 livres. Ok. Et Lui, le mot même, il a arnaqué à nous. Tout le monde, c'est dehors de la maison. Après, chez les Java Marana, il a dit que tu trouves un appartement, je vais loger à nous. Sentant que la situation pourrait facilement tourner à son avantage, Théo va leur faire une offre qu'ils ne peuvent pas vraiment refuser. Le tribunal, c'est l'avocat qui t'a mis au tribunal. Parce que dès qu'il y a un nouveau dossier, l'avocat, tout de suite, il fait ce qu'il faut. Il met les squatteurs au tribunal. Okay. Mais vous êtes sympa, vous êtes sérieux et vous travaillez. Oui. Donc notre but, c'est pas d'aller vous faire chier et vous mettre à la rue. Parce que, en fait, si tu veux, là, vous allez passer au tribunal. Et à la fin de l'année, la police, elle va venir, elle va vous mettre dehors. Voilà. Mais le but, c'est pas que vous soyez dehors comme des cons. C'est que vous ayez une maison ou un appartement pour habiter. Donc, c'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui pour qu'on se mette d'accord. Nous, on peut vous aider à vous reloger. Et si vous arrivez à partir quand Diawara il va rentrer, donc mars-avril, et ben ça, le jugement, c'est fini. On va signer un papier entre nous, comme quoi vous êtes parti, il n'y a pas de problème, et vous libérez le bien. Et le tribunal, on oublie. Ce genre de proposition ne fonctionne qu'une fois sur 3. Mais en l'occurrence, Théo est serein en ce qui concerne cette future acquisition. À bientôt. Ce qui n'est pas le cas pour la prochaine maison qu'il veut nous faire visiter. Car même une fois le bien récupéré, le plus dur reste à venir. Pour que nous puissions constater l'ampleur des dégâts que peuvent causer des squatteurs, Théo nous montre sa dernière trouvaille. Une bâtisse aux allures de ruine, située en banlieue parisienne. Il décide de nous emmener à l'intérieur, mais l'entrée principale est encore condamnée. Nous devons donc passer par un passage secret que nous ne pouvons pas montrer. Faut pas que tu mettes ça. Parce que si tu me donnes la solution pour rentrer dans la baraque, on va te faire. Une fois à l'intérieur, la maison a des allures de film d'horreur. Les dégradations sont spectaculaires et l'endroit semble abandonné depuis plusieurs années. Il y a eu des infiltrations d'eau, donc là sous les tomates, c'est en train de s'écrouler un petit peu là. Ah oui, d'accord. Et le pire, c'est par là. Là, c'est presque dangereux quoi. Ah oui, d'accord. Il faut vraiment tout enlever, tout refaire le plancher. Ok. Ouais, le sol est à 2 doigts de s'effondrer sous nos pieds. Ouais, c'est ça. Et le plafond, pareil. Il y a vraiment des traces d'eau de partout. C'est une maison des années 50, donc l'isolation c'était pas trop ça à l'époque, il faut tout réisoler pour que ce soit habitable aujourd'hui. Mais là on est sur un cas un peu extrême où le plancher est quand même sur le point de s'effondrer. Ouais. Donc là il y a un gros travail
pour sécuriser le bien, puis le remettre aux normes, quoi. Et même si cette maison a l'air complètement détruite, elle reste un investissement sérieux pour l'entreprise qui compte bien la rentabiliser. C'est une maison qu'on a payée 80 000 €. En l'état, elle vaut pas plus. En l'état, elle vaut 90 000 peut-être. Et je pense qu'il faut faire 80 000 € de travaux. Donc ça va faire 160 000 et c'est une maison qu'on va vendre sur 80 000 à peu près. Au final, tous ces efforts valent le coup, car une fois les rénovations effectuées, Théo possède un appartement moderne et fonctionnel, à un prix battant toute concurrence. Donc quand on a récupéré le bien, il était dans un état désastreux parce qu'il n'était pas chauffé. Donc le plancher était vermoulu, la salle de bain, tous les tuyaux fuyaient, il a fallu refaire l'installation. Et puis surtout, il n'y avait pas d'isolation, donc il a fallu tout isoler, changer les fenêtres, etc., etc. Ici, la cloison était cassée, donc elle a été détruite et refaite. Ensuite, on a mis une verrière pour éclairer un petit peu l'appartement. Ici, la salle de bain n'était pas du tout comme ça, donc tout a été détruit. Les WC étaient par là-bas, donc là on a mis la douche, etc. Il n'y avait pas d'ouverture ici. Donc voilà, l'appartement, l'agencement de tout l'appartement a été changé pour le remettre un petit peu au goût du jour, quoi. Ce bien, c'est un bien qu'on a acheté sans pouvoir le visiter, parce que l'occupant ne nous a pas laissé rentrer. Ils ont mis à peu près 1 an à partir, le temps d'être relogé. Et encore, on peut s'estimer heureux, c'est rapide, parce que trouver un logement sur Paris, des fois, c'est beaucoup plus long. Alors c'est un appartement qui a été mis en vente à 210 000 € et on espère le vendre entre 190 et 200. Heureusement pour Théo, ce genre d'opportunité devrait se multiplier au vu de l'augmentation du nombre de squats ces 10 dernières années. Malheureusement pour Sophie, sa demande de report de prêt n'a pas été acceptée et son bien est toujours squatté, comme pour 125 propriétaires en France actuellement.